Écoutez, mes chers amis, merci encore d'être venus pour continuer notre chemin vers la reconnaissance de cet amour extraordinaire au-delà de notre petit soi. C'est le nom de ce programme, c'est le thème de ce programme pour l'automne. Et nous avons traversé maintenant plusieurs étapes. Nous sommes à la troisième étape de ce voyage de reconnaissance de notre véritable soi, notre véritable identité. Nous avons passé d'abord 3 séances à nous souvenir de ce que c'est essayer de ressentir, d'avoir un ressenti de cet amour que nous sommes, cette présence que nous sommes au-delà du petit soi, au-delà de notre identité ordinaire, l'identité avec laquelle chacun s'identifie en se regardant dans le miroir le matin, tout en sachant quelque part dans son esprit qu'il ne peut pas être que ça. Il doit avoir aussi autre chose qu'il est. Et c'est ce que nous apprenons avec le cours, bien entendu avec beaucoup d'autres spiritualités, en même temps qui nous apprennent qu'il y a plus à l'être humain que juste l'image que nous voyons autour de nous, les images que nous voyons autour de nous. 3 séances pour essayer de bien cerner ce que c'est la nature de cet amour. Et cet amour n'est pas simplement un ressenti, mais aussi une véritable identité. C'est la nature de ce que nous sommes dans notre véritable être, dans notre conscience de ce que nous sommes en vérité, jointe dans l'unité de Dieu, dans la perfection de l'unité de Dieu. Nous avons par la suite passé 2 séances à essayer de voir quelle est la nature de la perception ou la vision de l'amour en nous. Comment est-ce que l'amour voit les choses? Comment est-ce que l'amour voit le monde? Et nous avons vite vu que nous ne partageons pas, nous ne voyons pas le monde de la même façon que l'amour voit le monde. Et l'amour étant nos véritables réalités, nous pouvons dire que nous avons adopté ou entrepris une identité personnelle différente de notre véritable identité. Et cette identité personnelle et différente voit le monde d'une façon différente de notre grand soi, de notre grand soi dans l'unité de l'amour. Donc, nous avons passé 2 séances sur les différences, les questions de différence. Quelle est la différence entre la perception de l'amour et notre perception? Quelle est la nature des différences que nous voyons autour de nous? Et ce qui nous a aidé à formuler notre chemin par la suite, la prochaine étape, et nous sommes maintenant au milieu de cette étape, la troisième étape, où nous essayons de distinguer la nature de ces différences que nous voyons autour de nous. C'est-à-dire, regarder et voir et identifier les différences et la façon dont nous fragmentons notre perception de l'unité autour de nous. L'unité est toujours là, à chaque instant. Rien ne peut briser cette unité. Cette unité existe dans la perfection de l'esprit, mais cette unité existe aussi dans le monde de la séparation, le monde que nous voyons autour de nous tous les jours. Et c'est un aspect tellement important de l'enseignement de Kenneth Wapnick, notre enseignant, notre mentor dans un cours miracle, de recoller les morceaux de notre vision pour trouver l'unité, non pas simplement l'unité dans notre esprit, dans l'amour, dans notre esprit, dans le Christ, notre perfection en nous, mais aussi notre unité dans l'esprit, dans la fausseté de l'ego. Et ça, nous pouvons voir relativement facilement en pratiquant certains exercices. La semaine dernière, je vous ai mis sur une piste pour identifier la nature de cette fausse perception et de ces fausses différences que nous voyons autour de nous. Je vous ai parlé de notre quête de reconnaissance. Ce soir, nous allons parler d'autres choses, de notre aspect, de notre façon d'éclater l'unité autour de nous dans des milliards de différents morceaux, dans des milliards de différents êtres humains qui semblent différents, a priori, qui semblent bien différents. Et la perception de l'ego va toujours nous ramener une idée des autres comme étant différente de nous.
pour des bonnes raisons. Donc, nous allons avancer encore ce soir dans notre quête de comprendre comment, derrière ces différences, nous sommes toujours pareils. Nous partageons toujours le même esprit, et cet esprit contient les mêmes motivations et les mêmes préoccupations et les mêmes intérêts et les mêmes besoins. Donc, je vous ai présenté avec l'idée la semaine dernière que ce qui domine notre perception dans la partie de nous qui a oublié sa véritable réalité dans le Christ en nous, dans l'unité de Dieu, c'est cette mythe, cette histoire de la séparation. Une idée que nous avons réussi une démarche de séparation d'avec notre propre réalité au sein de l'unité, qui nous a imprégnés de 3 messages extrêmement puissants. Premier message, nous sommes coupés, nous avons réussi à nous couper de notre véritable identité dans l'unité. Nous avons réussi à nous couper de notre véritable état de perfection et de sainteté dans l'unité. Et le troisième message extrêmement puissant, c'est que nous avons réussi à nous couper de notre véritable état de plénitude et d'entièreté et de complétude et d'abondance dans l'unité. La semaine dernière, nous avons parlé justement de ce sentiment de séparation d'avec notre véritable identité. Ce soir, nous avançons et nous allons parler de ce deuxième message très puissant, le fait de nous sentir aussi coupés d'un véritable sentiment de perfection et de sainteté. Et la semaine dernière, nous allons parler de ce troisième aspect de la coupure avec un sentiment de plénitude et complétude. Donc, lors de nos discussions la semaine dernière, je vous ai dit que le fait de nous sentir coupés avec notre véritable identité dans l'unité nous a mené à une condition d'un besoin extrêmement aigu ici dans nos séparations, et c'est un besoin de reconnaissance, un besoin de validation de notre existence ici, dans notre petit soi, du fait d'avoir sacrifié, d'avoir oublié le sentiment de notre véritable identité. En réalité, nous avons déjà une identité, mais dès l'instant que nous l'oublions et que nous adoptons une autre fausse identité, une autre petite fausse identité, nous le levons tous les jours avec un sentiment de devoir confirmer la réalité de notre petit soi, qui ne peut jamais être confirmé à notre satisfaction, puisque cette petite identité n'est pas réelle, elle n'est pas ce que nous sommes. Donc, nous avons passé notre temps à regarder comment nous faisons tous pour chercher la reconnaissance, la validation de notre petit soi de la part d'autres personnes. D'autres personnes qui cherchent en même temps leur reconnaissance, leur validation auprès de nous. Donc, il y avait un double jeu qui se joue. Nous avons vu que nous faisons tous la même chose dans l'esprit faux de chercher la reconnaissance chez les autres, et nous contenons tous aussi la même capacité de nous souvenir de notre véritable identité dans la perfection de l'unité. Et je vous ai emmené sur une petite méditation, une visualisation pour nous souvenir de notre véritable identité, notre être véritable. Nous allons faire une démarche semblable ce soir, où nous allons voir la conséquence du fait de nous être coupés de ce sentiment de perfection et de sainteté, et de voir les conséquences de ceci chez les autres d'abord, et après chez nous. Dans l'espoir que, en voyant clairement comment ce sentiment d'oubli de notre véritable état de perfection et de sainteté a pu influencer d'une façon si importante notre comportement,
Et notre façon de penser, notre façon de percevoir, notre façon de réfléchir, notre façon même de faire nos choix dans la vie. Encore dans l'objectif de voir à quel point nous sommes tous pareils. Nous sommes tous pareils dans l'influence qui est portée sur notre perception par ce sentiment de coupure d'avec la perfection et la sainteté. Et pareil aussi dans notre besoin de nous retrouver à nouveau dans la présence de notre perfection et de notre sainteté. Donc, il y a une vraie logique que nous essayons de suivre ici. C'est de voir comment nous avons fait pour fragmenter notre perception et comment nous pouvons faire maintenant pour recoller les morceaux de notre perception, pour voir l'unité qui est toujours sous-jacente aux apparences de comportements et d'actes et des paroles différents, puisque l'amour ne voit qu'un. L'amour ne voit qu'une unité autour de nous à chaque instant. Si nous voulons regagner notre place au sein de cet amour, nous devons commencer à percevoir comme l'amour voit tout le monde. Et alors, nous devons voir comment, derrière l'apparence de comportements différents face à cette question d'oubli de notre véritable qualité de perfection et de sainteté, comment nous sommes tous pareils en cet oubli et comment nous sommes tous pareils dans le besoin de nos souvenirs et comment nous sommes aussi tous pareils dans la sainteté et la perfection qui sont toujours présentes en nous. Ça, c'est l'objectif pour ce soir, c'est le trame que nous essayons de suivre. Donc, je ne veux pas qu'on se perd trop dans les concepts, mais il y a un minimum ici pour essayer de guider notre esprit selon cette logique vers un aboutissement d'exercice, vers un aboutissement d'un chemin pour recoller les morceaux de ce qui était un, ce qui est toujours un. Ça peut sembler un petit peu complexe, ça peut sembler un petit peu comme s'il y a vraiment beaucoup de concepts, etc. Mais uniquement parce qu'il y a eu beaucoup de complexité que l'ego a introduit dans notre pensée. Maintenant, nous devons essayer de comprendre cette complexité, la structure de l'ego, la structure de la perception de l'ego, selon laquelle nous voyons le monde tous les jours, mais qui est une façon fausse de bien le comprendre pour déjouer son jeu de fragmentation et de voir tout ce qui est pareil derrière ce qui semble différent. Donc, maintenant, pour parler de l'expression en chacun de ce sentiment de coupure avec la perfection et la sainteté, nous devons revenir à ce mythe de séparation. Le mythe de séparation qui nous dit si la séparation est réelle, la séparation est un crime. Ça n'a pas été juste un accident ni un acte anodin. Si nous avons pu véritablement nous séparer de la perfection, de l'unité, nous avons porté alors atteinte à l'intégrité de l'unité et à l'atteinte à la perfection. L'ego nous a instruit à voir ceci comme un immense crime, comme quelque chose de si horriblement mauvais, que ce n'est pas simplement que nous avons fait mal, mais que nous sommes devenus le mal, avec un mal-être si profond, un sentiment de faute et de défaut, et de défaillance, et d'imperfection, et de honte, si puissant, qu'il n'y a rien que nous puissions faire ici, sur Terre maintenant, pour guérir ce problème de fond. Il dit que notre faute est tellement importante, nous ne pouvons jamais défaire ce que nous avons fait. Nous ne pouvons pas jamais
enlever cette erreur immense. Mais par contre, il y a des choses que nous pouvons faire pour atténuer la douleur de ce sentiment de mal-être et de faute et d'imperfection et de défaillance. Il nous dit qu'il y a un problème maintenant dans l'existence, mais il y a 2 choses que tu peux faire pour essayer d'atténuer ce sentiment de problème, au moins du sentiment du problème chez toi. Tout d'abord, tu dois t'efforcer, t'exercer tous les jours à diminuer le sentiment, excusez-moi, tu dois essayer par tous les moyens d'augmenter ton sentiment de valeur personnelle. Tu dois faire tout ce que tu peux pour diminuer ton sentiment de culpabilité personnelle en cherchant à augmenter ton sentiment de valeur personnelle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il nous dit de faire, c'est de tâcher à diminuer la valeur d'autres personnes en essayant d'augmenter leur sentiment de culpabilité. Donc, il nous dit d'opérer une sorte de transfert de culpabilité de nous à d'autres personnes, où notre sentiment de mal-être va diminuer dans la même mesure que le sentiment de mal-être que nous essayons de mettre sur d'autres personnes va augmenter. Comme ça, nous avons une chance, le jour que nous devons rencontrer le Créateur, ce qui est le faux Créateur, le faux Dieu, qui maintenant, dans la mythologie de l'ego, est devenu une sorte de Dieu. Le jour que nous rencontrons ce Dieu-là, nous allons pouvoir lui dire, oui, je ne suis pas parfait, effectivement. Mais par contre, regardez tout le bon que j'ai fait pour diminuer ma faute, mon péché. Et par contre, il faut vraiment que tu regardes ce que les autres ont fait, que moi, je n'ai pas fait. Donc, on a une sorte de vase communicante. Il y a mon vase de culpabilité qui descend dans la même mesure que le vase des autres doit augmenter. Maintenant, avant de commencer nos exercices pour ce soir, parce que vous savez peut-être que j'aime bien nous mettre vraiment dans le bain en faisant ces exercices de réflexion pour intégrer ces messages au fond de notre esprit. Tout d'abord, oui, nous allons faire des exercices, mais nous devons nous méfier de ne pas tomber dans un sentiment de mal-être en les faisant. Nous devons nous méfier de toute idée de vouloir nous culpabiliser du fait de découvrir à quel point notre comportement n'est pas à la hauteur de nos propres attentes. Donc, je vous demande juste d'être un petit peu éveillé à cette possibilité de mal-être, au cas où vous commencez à vous sentir un petit peu mal, et si vous commencez à voir comment effectivement vous faites comme les personnes que vous n'avez pas, vous ressemblez aux personnes que vous n'avez pas envie de ressembler. Voilà, ça c'est une façon de le dire. Si vous étiez ici lors de la dernière séance, vous allez reconnaître la nature de cet exercice. Ce que je vais faire, c'est que je vais décrire la nature d'un certain genre de personnes dont le comportement est imprégné de ce deuxième courant de la séparation. Ce deuxième courant de la séparation, sentiment de mal-être et de faute qui vient de son sentiment de coupure d'avec sa véritable sainteté et perfection. Et je vais vous demander, si vous avez envie de participer dans cet exercice avec nous, d'ouvrir votre chat en cliquant sur le bouton discussion et en mettant une notation par rapport à cette personne. Est-ce que ce que cette personne fait vous dérange beaucoup ou peu? Beaucoup, vous mettez un 8, 9, 10, peu, un 0, 1 ou 2.
C'est juste pour que vous soyez engagés, pour que vous réfléchissiez vraiment si ce genre de comportement vous engage une partie de votre esprit ou non. Ouais, pour que votre écoute soit un petit peu plus active ici. Donc, ouvrez votre chat si vous voulez bien. Et si vous êtes en train de regarder cette séance en replay, essayez vraiment de réfléchir pour vous. Est-ce que ce genre de comportement vous dérange? Pensez spécifiquement à ce genre de personnes, si vous en avez, si vous en trouvez dans votre entourage. Donc voilà, voilà la petite indication ici. Parmi les comportements qui vous dérangent chez les autres, qui vous différencient d'eux, que vous pouvez être tenté de juger, quel est le poids ou la note que vous donnerez à ce comportement pour vous déranger? Entre 0, ça me dérange très peu, 10, ça me dérange un max. Quelqu'un, attendez, je n'ai pas commencé. Je n'ai pas commencé. Il y a des gens qui sont déjà en train de faire une notation et je ne sais pas. Bon, je commence. Quelqu'un qui cherche toujours à démontrer sa valeur personnelle, à démontrer tout le bien qu'il fait autour de lui. Il arrive toujours à glisser un mot particulièrement positif à son égard, à souligner ce qu'il sait faire et ce qu'il a fait. Une façon subtile ou pas si subtile de se mettre toujours en valeur, un petit peu au-dessus des autres, une façon de le distinguer d'autres personnes en démontrant sa qualité particulière. OK. J'ai déjà quelques réponses. 7, 3, 7, 6, 4, 1, 2, 4, 8. Voilà. Donc, on a un petit échantillon, une petite échelle de différentes personnes. Là, ça continue. 8, 4, 7, 7, 3, 4, 4, 7, 9. Oui, vous pouvez penser que vous êtes en soirée assis en face de quelqu'un comme ça, et ben voilà, chaque fois qu'il peut, il retourne le sujet vers lui, vers tout ce qu'il a fait, simplement pour démontrer ses qualités particulières, ses connaissances. Il sait tout sur tout. Voilà. Et c'est assez remarquable, hein, au point que, que vous êtes tenté de lui dire, voilà, ben, j'ai l'impression que vous connaissez beaucoup de choses, monsieur ou madame. Très bien, encore quelques petits commentaires. 7, 7, 5, 5, 8. Bien, on continue. Quelqu'un qui juge et critique relativement facilement, qui peut même accuser et condamner d'autres personnes pour ceux qui sont leurs fautes ou leurs défauts évidents. Est-ce que ce genre de personne peut vous laisser indifférent ou est-ce que ça peut réagir un petit peu chez vous? On a quelques réponses qui commencent en trait. On a une 10, un 7, une 8, un 9, 8, un 2, un 6, 7, 7, 2, 6, 8, 8, 7, 8, 2, 6, 7, 8, 6, 9. Parfait. Je continue. Ce genre de personne arrive à identifier les méchants dans la vie et en fait une grande histoire. Une histoire un petit peu trop grande des fois. Ouais, ça peut être même juste le marchand de légumes, ça peut être une caissière que tout le monde connaît, qui est vraiment très ronchonne, qui prend un peu trop de temps. Et cette personne en face de vous à table, bon, alourdit un petit peu la soirée avec sa façon de porter le jugement sur ces personnes, mais d'une façon particulièrement lourde. Voilà. Donc, on a 8, 9, 5, 9, 6, 6. Voilà, très bien. Je continue encore un petit peu. Quelqu'un qui a disposition à être facilement colérique et indigné. Est-ce que ce genre de personne vous dérange? Encore un autre. Quelqu'un qui veut toujours avoir raison, avoir le dernier mot. J'attends pour vos réponses par rapport à ça. Vous discutez, ça tourne un petit peu vers une discussion un petit peu plus polaire, plus binaire, plus polarisée entre voilà, ce que chacun sait.
et vous sentez bien que l'autre personne ne veut pas vous laisser avoir le dernier mot, veut toujours finir par avoir raison à la fin. Est-ce que ce genre de comportement peut vous enquiquiner un petit peu? Ouf, je vois qu'il y a eu 7, 5, 5, 5, 9, 7, 8, 6, 6, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 7, 6, 8, 8. Oh, il y a beaucoup de 8 là. 9, 7, 8, 9. Alors, on a commencé à être un petit peu au-delà de, oui, de la moyenne. Oui, Johan, je choisis d'être heureux. Très bien. Et 4 et 7. OK. Et donc, dernière petite suggestion ici. Ah non, c'est avant-dernière suggestion, pardon. Quelqu'un qui boude ou ronchonne facilement et souvent. Est-ce que ce genre de personne vous laisse indifférent ou est-ce que ça peut commencer à vous agacer à force? Euh, sur notre note, quelqu'un qui cherche, c'est assez évident, qui cherche toujours l'approbation des autres, à se faire aimer, à faire plaisir, mais d'une façon un peu trop forcée. Ouais. Est-ce que vous connaissez quelqu'un comme ça? Est-ce que vous avez connu quelqu'un comme ça? Et est-ce que ça vous laisse indifférent ou est-ce que ça peut vous déranger un petit peu? Ok, pas trop de suggestions par rapport à ça, aussi quelques suggestions. Oui, j'ai des 7, 5, 8, 5, 5, 3, 6. Ça, c'est assez précis, Laurent, merci. 3,14. Ou ça c'est plutôt 314 personnes que tu connais comme ça. Ça doit être ça. 7, 7, 3, très bien. Et finalement, quelqu'un qui déteste ne pas être aimé, ne supporte pas quand les gens ne l'aiment pas, ne l'apprécient pas. Voilà, quelqu'un qui a besoin d'être aimé. Voilà, ça revient à ça, ce qu'on a dit tout à l'heure. Très bien, merci beaucoup. Merci d'avoir participé à cette réflexion. Je vois que vous étiez engagé. Maintenant, ce que nous devons savoir, c'est tous ces comportements ont la même origine. C'est le besoin de diminuer son sentiment de mal-être, de faute et de culpabilité. Tous ces comportements que je vous ai présentés ont la même origine. Chaque personne qui agit de cette façon, qui se comporte de cette façon, ressent un grand mal-être intérieur avec des accents de culpabilité, de faute, de défaillance, d'imperfection, de défaillance, et ressent le besoin de diminuer son sentiment de mal-être, souvent aux dépens d'autres personnes, donc en augmentant notre perception de la faute d'autres personnes, en insistant sur la faute d'autres personnes. Et ce besoin de diminuer notre sentiment de mal-être, soit en augmentant notre perception de nous-mêmes d'une façon inflate, comment dire ça en français? Mais on va dire exagérer le bon qu'on a fait comme une réaction formation, comme une réaction à ce que nous pensons vraiment que nous ne valons rien. Donc, nous allons exagérer notre valeur pour compenser ce sentiment de mal-être, de faute et d'absence de valeur, d'absence de perfection et de sainteté pour faire le rapprochement avec notre condition dans la réalité. Donc, tous ces comportements ont ce besoin, ont cette motivation de soulager mon sentiment de mal-être profond en insistant sur tout le bien que j'ai fait. Sauf que je ne crois pas mon propre histoire, donc d'où la raison pour laquelle j'insiste et je réinsiste dessus. Et en même temps, je n'arrive pas à m'empêcher de démontrer la faute des autres pour baisser l'estime de tout le monde, de ces autres personnes, dans l'idée, bien sûr, de faire cette différence importante entre eux et moi pour que ma valeur soit plus apparente. Et ceci, nous le faisons tous, systématiquement. Est-ce qu'il y a un être sur la planète
qui ne le fait pas d'une façon ou d'une autre. Et donc maintenant, c'est l'exercice pour vous spécifiquement, pour moi aussi. Et vous, est-ce que vous pensez que ces différentes questions que je vais poser maintenant s'appliquent à vous? Si vous pensez que ces questions ou ces caractéristiques s'appliquent à vous, mettez un 9-10. Si vous ne pensez pas que ça s'applique spécialement à vous, vous mettez un 1, un 0 ou un 1. Et vous, quels sont vos besoins actuels de valorisation pour diminuer votre sentiment de mal-être? Ce sentiment au fond de nous qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quels sont vos besoins actuels que les autres vous rassurent, que vous êtes bien et bon, qu'ils vous aiment, qu'il n'y a pas de problème chez vous, que vous êtes très bien comme vous êtes et qu'ils vous apprécient vraiment, qu'ils vous apprécient plus que d'autres personnes. Quel est votre niveau de besoin par rapport à ceci? Est-ce que ça s'applique à vous? Est-ce que vous vous trouvez dans cette configuration de vouloir que les autres vous rassurent que vraiment vous êtes une bonne personne, qu'on vous aime vraiment, qu'il y a vraiment beaucoup de valeur chez vous, qu'il n'y a pas de problème chez vous? S'il y a problème, il y a un petit problème, mais c'est certainement pas un grand problème. Que vous êtes vraiment bien comme vous êtes, que vous appréciez vraiment. Donc, j'essaie de rattraper. Donc, certaines personnes considèrent que ça s'applique au niveau d'un 10, 7, 9, 8, 7, 8, 5, 3, 3, 2, 2, 8, 8, 3, 8, 6. Très bien. Si vous ne mettez pas une note, réfléchissez à quel point vous pensez avoir besoin, vous aimez spécialement que les autres vous rassurent. La seule raison encore, souvenez-vous, pour laquelle nous avons besoin que les autres nous rassurent, c'est parce que nous sentons à l'intérieur de nous qu'il y a un malaise que nous n'avons pas pu combler de l'intérieur, nous n'avons pas pu résoudre de l'intérieur, en cherchant l'aide à l'intérieur, avec nos guides intérieurs, en nous référant à une autre réalité intérieure. Je continue à lire l'exercice. Peut-être que vous avez du mal à penser que les gens... ah oui, peut-être vous êtes le genre à ne pas trop apprécier si les gens ne vous aiment pas. Voilà. Vous êtes le genre à vouloir que les autres vous apprécient, voilà, qui vous aiment. Et vous faites ce que vous pouvez pour faire plaisir aux autres. Encore dans le but qui démontre un petit peu leur approbation, qui démontre d'une façon ou d'une autre votre valeur. Et vous vous sentez quelque part valorisé par cette activité de faire du bien autour de vous. Avez-vous besoin, tout simplement, que les gens vous aiment? Est-ce que vous cherchez peut-être, voilà, je vous ai demandé, posé cette question tout à l'heure, vous avez besoin de faire plaisir autour de vous dans un but d'être bien vu, quand on parle bien de vous. Quelle est votre tendance? Ah oui, sur notre plan. Oui, je vois que pour la plupart, vos commentaires sont bien au-dessus de la moyenne, sauf une ou deux personnes. Je me suis reconnu dans ces différentes situations proposées. D'accord, merci. Sur notre plan, quelle est votre tendance à critiquer? Quelle est votre tendance à critiquer les autres, à juger et aussi à vouloir avoir raison ou à vouloir prouver d'une façon ou d'une autre que le problème n'est pas chez vous? Quelle est votre tendance dans ce sens-là? Est-ce que vous vous reconnaissez? Donc, je peux lire ici, voilà, les 8, 7, 6, 8, 3, 5, 7, 5, 5, 3, 8, et 8,8, 2, 6. Avant le cours 9, maintenant je dirais 3, excellent. 6, 5, 3 et demi, 8, 6, 7, hélas, oui, un peu, 3, 5, 5, très bien. Merci beaucoup. L'objectif de faire cet exercice est
Et je vous demande d'y réfléchir et de voir à quel point nous pouvons ressembler tout de même ces personnes dans le comportement, nous avons dit tout à l'heure, nous apprécions très moyennement. Prenez un instant pour réfléchir à ceci. Le fait qu'il y a un grand nombre de personnes ici qui ont reconnu effectivement un comportement très semblable chez eux. Et donc, nous pouvons peut-être voir à quel point nous sommes influencés par exactement le même point de motivation que les personnes dont nous avons parlé tout à l'heure dans cet exercice, quand on a parlé du comportement des gens qui nous dérangent. C'est un aspect universel du petit soi et c'est absolument incontournable. Le petit soi nous cherche toujours à fragmenter et à différencier. L'amour ne fait pas de comparaison. Le petit soi en nous fait des comparaisons tout le temps, les différencie tout le temps. La semaine dernière, nous avons vu notre façon de faire des différences, d'insister sur les différences par rapport à la reconnaissance. Les gens qui méritent notre reconnaissance, d'autres qui ne méritent pas du tout, et d'autres personnes, on arrive à ignorer très allègrement. Ce soir, nous regardons un autre aspect de notre esprit séparé, c'est l'aspect qui ressent ce mal-être profond, une absence de valeur, une absence de perfection, de sainteté, une immense distance entre ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous étions avant. Il n'y a personne qui échappe à ce sentiment puissant. Et donc, chacun va compenser, chacun va essayer de régler ça par les moyens qui sont à sa disposition, dans le petit esprit, dans l'ego. Ces moyens sont toujours de se valoriser un petit peu, de chercher la valorisation de la part des autres et aussi de diminuer la valeur des autres. Mais bien sûr, il y a une autre façon de faire et c'est ce que nous avons regardé maintenant. Dans la deuxième partie, maintenant, nous devons retourner entièrement cette situation intérieure pour voir que nous disposons du moyen de guérir cette condition à la racine, au lieu d'essayer toujours de le gérer en bricolant l'extérieur, en portant notre jugement sur l'extérieur, en essayant de le régler dans le cadre du petit soi. Nous pouvons aller à la source du problème et voir l'erreur que nous avons faite et nous rendre compte tout simplement que tout ceci est faux. Il y a une fausse condition d'imperfection. Il y a une réelle condition de perfection. C'est là où nous allons. Juste avant d'y aller, juste pour mettre le doigt sur certains aspects de ce côté chez nous qui ressent l'absence de perfection. Selon Kenneth Wapnick, c'est l'aspect de l'esprit séparé qui est le plus puissant en nous. Et donc, nous avons besoin de bien le comprendre pour bien le reconnaître dans l'avenir. Donc, au fond de nous tous, nous avons une impression d'être fautif, honteux, embarrassé, imparfait, déficient, défectueux, et un problème personnel important. Nous nous sentons inadéquats, pas à l'auteur, coupables, pécheurs, et on fait une chose horrible et irrémédiable. Nous sommes très sensibles au fait d'être critiqués, jugés, accusés et condamnés. Nous avons tous l'impression que les autres veulent ou cherchent à nous trouver fautifs.
Nous avons une sensibilité particulière par rapport aux critiques des autres, puisque nous avons l'impression que ce qu'ils disent est toujours vrai quelque part. Même si c'est faux dans la forme, c'est-à-dire, il peut dire que vous êtes toujours en retard. Oh, vous êtes très, très ponctuel. Mais le fait qu'on vous accuse vous agace. Parce que par rapport à autre chose, vous savez que vous êtes fautif. Par rapport à autre chose, nous pensons tous être fautifs. C'est pour ça que nous ne supportons pas les critiques, même si les critiques sont complètement inappropriées. Nous nous sentons tous blessés, trahis, abandonnés, maltraités et injustement traités. Notre identité semble ternie et salie. Nous nous sentons très vulnérables et même hypersensibles maintenant, dans une grande insécurité. Tout cela à cause de cet aspect de la séparation qui est ce que Kenneth Wapnick appelle la culpabilité ontologique. Que ce que nous avons fait en nous séparant de l'unité parfaite est réel, la séparation est réelle. Et ce n'est pas simplement que c'est une chose réelle, mais c'est un crime. C'était un acte abominable. Et maintenant, nous portons le stigmate de ce crime, et tout ce que nous pouvons faire, c'est d'essayer d'atténuer cette blessure. Ce genre de personne qui ressent ceci d'une façon puissante va se sentir dans un besoin de valorisation, d'approbation, un besoin d'être aimé. Et avec un besoin d'éviter toute trace et toute indication de sa culpabilité. Nous allons chercher à nous valoriser, chercher à avoir raison et trouver les méchants. Chasse à la sorcière fait partie de cet aspect de la séparation. Nous demandons toujours aux autres de nous dire ah, « tu fais bien, tu es bien, qu'est-ce que je t'aime bien, tu vaux quelque chose, la vérité à ton sujet est bien. » Donc, je vous demande juste de passer 1 minute à réfléchir à la pression que ceci peut mettre sur nos relations et sur notre communication avec les autres, si ceci est le fond, ou une partie du fond chez nous. Essayons de réfléchir. Que si, au fond de moi, je pense qu'il y a un mal-être qui ressemble à de la culpabilité, qui est si puissante, la seule façon dont je peux le gérer, c'est d'éviter. C'est de l'éviter, d'éviter toute indication que ma culpabilité est bien là en moi. Donc, je vais éviter les critiques et les jugements. Donc, soit je vais attaquer en premier pour critiquer les autres, ou soit je vais pardon, faire tout ce que je peux pour éviter que les autres me jugent et me critiquent. Donc, je vais essayer de faire plaisir de façon d'éviter ce problème de reconnaissance de ma culpabilité. Soit j'attaque en premier, donc c'est les autres qui sont sur le défensif et qui se sentent coupables avant moi. Donc l'attaque, c'est la meilleure défense. Ou soit je m'écrase ou j'essaie toujours de faire plaisir. Ces deux comportements viennent de ce sentiment de mal-être et de culpabilité ontologique. Pensons un instant à comment ça a pu influencer et mettre une pression sur toutes nos relations. Parce que ce que nous allons essayer de faire maintenant, c'est de penser à ce dont nous devons nous souvenir pour soulager ce mal-être à la racine. Pour nous souvenir que tout ceci is unnecessary. Je ne sais pas comment le dire en français. Tout cela n'est pas nécessaire. Tout cela est inutile. Puisque tout cela représente une condition qui n'est pas juste, qui n'est pas réelle en nous. Nous sommes toujours joints dans une perfection entière
avec notre être véritable. Cet être véritable n'est pas simplement une identité de plénitude, c'est aussi une identité de perfection et de sainteté. Et je vous invite à écouter peut-être cette une dernière partie de notre séance ce soir comme une réflexion, comme une contemplation, comme une méditation si vous voulez. Je vais finir aussi avec une méditation. Ce dont nous allons nous souvenir quand nous arrivons à retourner dans notre sanctuaire intérieur, c'est qu'en nous, il y a une innocence, une pureté et une perfection absolue et complètement lumineuse. En nous, il y a une quiétude profonde qui ne connaît pas le moindre besoin de blâmer, de souffrir, de se justifier ou de critiquer. Nous pouvons connaître en nous un sentiment de la plus grande acceptation, approbation et amour. Dans ce sanctuaire intérieur, nous saurons que tout est déjà parfait et accompli. Notre perfection est intacte à nouveau. Nous n'avons besoin de rien prouver aux autres. Tout est en place. Dans cet endroit parfait, nous reconnaissons que l'autre n'est pas notre ennemi. C'est juste une autre partie de l'unité qui est souffrante. Une partie qui s'est égarée, qui est confuse maintenant. L'autre qui nous fait mal, il est souffrant. Il est peut-être méchant, mais uniquement parce qu'il se sent fautif et coupable. À cause d'une simple erreur, qui est aussi mon erreur. J'ai fait la même erreur que lui. Et maintenant, nous nous souvenons que nous cherchons tous la même chose. Nous avons tous le même besoin de nous souvenir de cette perfection que nous sommes en réalité, que nous n'avons jamais fait le moindre crime contre la perfection de l'unité, que notre perfection est toujours entièrement intacte. Dans cet endroit calme et sublime à l'intérieur, nous nous souvenons que nous partageons tous le même intérêt. De nous souvenir que c'était juste une simple erreur et que notre réalité est toujours parfaitement intacte. Nous n'avons plus besoin de prendre personnellement les attaques des autres. Nous comprenons maintenant, enfin, l'origine de la douleur. L'origine de ce sentiment aussi de vouloir juger et critiquer les autres. Et nous lâchons prise de notre besoin de critiquer les autres pour leur critique. Parce que nous comprenons d'où ça vient. Nous comprenons la confusion des autres. Dans leur confusion de séparation, ils se croient tellement fautifs et imparfaits que d'une façon frénétique, ils cherchent
à se valoriser, à diminuer les critiques à leur égard. Ils cherchent aussi à critiquer, dévaloriser les autres. Maintenant, nous savons pourquoi. Et nous pouvons nous permettre d'être moins gênés par cet aspect de leur comportement. Parce que les critiquer, du fait qu'ils critiquent les autres, nous ne sommes pas bien plus avancés qu'eux. Nous pouvons lâcher prise maintenant de notre façon de juger ces personnes qui se comportent de cette façon. Et nous pouvons aussi, en restant dans cet endroit en nous, être rassurés maintenant que nous n'avons plus besoin de chercher l'approbation des autres de cette façon. Nous pouvons nous souvenir que toute l'approbation, tout l'amour, toute la perfection et l'innocence que nous avons cherché est déjà présent en nous. Maintenant, je vais vous lire une partie de celle qui est peut-être ma leçon préférée, la 93. Ça sera la méditation avec laquelle nous allons finir notre séance ce soir. Ta perfection est garantie par Dieu. Ton innocence est garantie par Dieu. Ta sainteté est garantie par Dieu. Maintes et maintes fois, cela doit être répété jusqu'à ce que ce soit accepté. Ta perfection est garantie par Dieu. Ta sainteté est garantie par Dieu. Ton innocence est garantie par Dieu. Maintes et maintes fois, cela doit être répété jusqu'à ce que ce soit accepté. C'est vrai. Ta perfection est garantie par Dieu. Rien ne peut la toucher ni changer ce que Dieu a créé éternel. Le choix que tu as fait, mauvais et plein de péchés, est insignifiant. Ta perfection est garantie par Dieu, et la lumière, la joie et la paix demeurent en toi. Le salut requiert que tu acceptes une seule pensée. Tu es tel que Dieu t'a créé et non ce que tu as fait de toi-même. Quel que soit le mal que tu penses avoir fait, tu es tel que Dieu t'a créé. Quelles que soient les erreurs que tu as faites, la vérité à ton sujet reste inchangée. La création est éternelle et inaltérable. Ton impeccabilité est garantie par Dieu. Tu es et seras à jamais exactement tel que tu fus créé. La lumière, la joie et la paix demeurent en toi parce que Dieu les a mises là. Mais maintenant, de côté, tes sottes images de toi et passe le reste de la période d'exercice à essayer de faire l'expérience de ce que Dieu t'a donné à la place de ce que tu as décrété pour toi-même. Tu es ce que Dieu a créé ou ce que tu as fait. Un soi est vrai, l'autre n'est pas là. Essaie de faire l'expérience de l'unité de ton seul soi. Essaie d'apprécier sa sainteté et l'amour à partir duquel il fut créé. Essaie de ne pas interférer avec le soi que Dieu a créé toi, en cachant sa majesté derrière les minuscules idoles du mal et de la peccabilité que tu as faites pour le remplacer. Laisse-le être soi-même. Te voici. Ceci est toi. Et la lumière, la joie et la paix demeurent en toi, parce qu'il en est ainsi. Ta perfection est garantie par Dieu.
pardonnons-nous maintenant toutes nos erreurs, nos façons de chercher l'approbation là où nous ne le retrouvons jamais assez. Notre valeur vient uniquement de notre grande soi, unie en Christ, unie à l'unité de Dieu. C'est le seul endroit où nous allons pouvoir ressentir à nouveau ces sublimes expériences d'appartenance, de perfection, de pureté, de sainteté, d'innocence, d'être ce que nous sommes en vérité. Reposons-nous maintenant dans le souvenir de cet endroit en nous qui contient toute la perfection, la pureté, la sainteté et l'innocence que nous avons pensé avoir perdue. Tout cela est en nous, garanti à jamais dans notre esprit. Il suffit de revenir à cet endroit. Il suffit de se poser calmement, en silence, quelques minutes, et s'intérioriser, diminuer le bruit de notre ego, le bruit des agissements de notre esprit. Suivre notre souffle, notre respiration douce et profonde, jusqu'à retrouver cet endroit en nous. Il est là. Notre guide est là aussi. Il nous appelle. Et nous retournerons ici quand nous voulons pour nous retrouver avec lui et nous souvenir de notre véritable être qui est rempli de lumière, de joie, de paix, dans une condition de pureté, de sainteté et d'innocence. Très bien. Quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. C'est la fin de cette méditation, la fin de notre séance ce soir, la fin de cette première partie. Si vous partez maintenant, merci beaucoup d'être venu, d'avoir partagé votre soirée avec nous. Nous avons ressenti votre présence qui a fait une vraie différence avec nous. Donc, ça sera avec un grand plaisir quand vous revoit un autre moment, si vous le souhaitez. La prochaine séance sera jeudi prochain, maintenant, dans 3 jours. Vous vous souvenez peut-être que nous avons la capacité de possibilité d'offrir ces séances sur la base d'une façon aussi ouverte, sans abonnement et sans tarif fixe, du fait de vos contributions. Nous dépendons entièrement de vos contributions libres que vous pouvez faire en allant sur notre site bernardgroom.com. Vous allez trouver l'onglet contribution. Toute l'aide que vous pouvez nous donner, nous utilisons à très bon escient pour produire ces séances et produire les vidéos qui les accompagnent, pour maintenir les 2 sites et vous préparer aussi des newsletters et d'autres ressources que nous sommes en train de vous préparer basées sur d'autres vidéos. Et si vous avez la capacité aussi pour aider d'autres personnes qui ne sont pas en mesure
de régler, de contribuer pour une raison ou une autre. Nous serons aussi très reconnaissants de votre aide pour eux. Donc, tous nos remerciements les plus chaleureux pour votre soutien pour cette activité. Merci beaucoup. Maintenant, je peux autoriser l'ouverture de vos micros. Et donc, maintenant, vous avez la possibilité d'ouvrir vos micros si vous souhaitez pour poser une question, pour partager un aperçu par rapport à cette soirée. Merci beaucoup, Nadine. Donc, si vous avez d'autres choses que vous aimeriez partager, vous pouvez aussi faire en privé si vous avez d'autres commentaires à faire, ou vous pouvez aussi m'écrire avec vos aperçus, vos perceptions. Et cela va aussi pour tout le monde. Vous pouvez écrire à accueil@bernardgroom.com. Accueil@bernardgroom.com. Merci Nathalie. Écoutez, pour l'instant, je suis toujours un peu seul ici, mais je sens qu'il y a quelqu'un qui a envie de partager son expérience de ce soir, ou partager aussi son expérience de la recherche, de la valorisation, et aussi de peut-être sa petite tendance fâcheuse aussi à vouloir trouver le coupable à l'extérieur. En famille, c'est toujours un jeu très, très amusant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans nos relations particulières avec les parents, avec les enfants, qui a raison, qui a tort. Toujours avec une idée, c'est pas juste le fait d'avoir raison, d'avoir tort, parce que souvent, il y a quelqu'un, effectivement, qui a raison, la boulangerie est ouverte ou la boulangerie est fermée. La question, donc, quelqu'un a raison, quelqu'un a tort. Soit elle est fermée, soit elle est ouverte, ou entre les deux. La question, c'est quand est-ce qu'on s'identifie avec le fait de vouloir avoir raison. J'ai raison, et c'est important que j'ai raison. C'est là où ça devient intéressant. Parce que c'est pas juste qui a la meilleure idée. La question, c'est pour qui est-ce que c'est absolument essentiel qu'on accepte son idée, puisque si on n'accepte pas son idée, quelque part, on est en train de diminuer son existence, ou on est en train de dire qu'il va intégrer ça comme un message, comme s'il est stupide, comme s'il y a une faute chez lui, si lui, il ne peut pas porter le projet, s'il ne peut pas porter l'idée. Donc, ça, c'est juste un autre aspect de toute cette discussion. Kenneth Wapnick, il avait parlé à un moment de ce besoin, par exemple, d'avoir raison. Et les gens qui s'accrochent sur quelque chose d'absolument anodin ou futile, un détail de la vie absolument futile ou inconséquent, mais comme si sa vie en dépendait. Il expliquait que oui, en quelque sorte, c'est parce que ce n'est pas que sa vie en dépendait, c'est que son identité en dépendait. Parce que toute notre existence est basée sur un mensonge. Je me définis en tant que corps, voilà le premier mensonge de mon existence. Je ne suis pas un corps, c'est-à-dire ce n'est pas ma première réalité. Je suis esprit et à la fin, je suis pur esprit. Je ne suis même pas le petit esprit de l'ego, je suis pur esprit dans l'unité parfaite. C'est ma réalité. Donc avec chaque départ de cette condition-là, je dis, je suis un esprit séparé, je suis un petit esprit dans un corps, je suis une personnalité, je suis une particularité. Je rajoute mensonge sur mensonge sur mensonge. Et je sens que toute mon existence est basée sur des faux arguments. C'est pour ça que je déteste quand quelqu'un me dit « tu as tort ». Parce que derrière, j'entends « tu as tort », pas simplement par rapport à la boulangerie est ouverte, mais j'entends que tu as tort, tu as tort par rapport à ton existence. Tu n'es même pas la personne qui pense avoir cette idée. Tu n'es même pas la personne qui pense avoir raison. Tu n'es même pas la personne qui pense connaître les habitudes des boulangers dans le quartier. Tu n'es même pas la personne qui se lève le matin et se regarde dans le miroir et qui se nomme par son prénom. C'est ce que j'entends quand quelqu'un me dit « tu as tort ». Et je ne supporte pas le fait que quelqu'un
essayer d'enlever toutes mes couches de fausse identité d'un coup, de cette façon si dramatique, toute une série d'identités que j'ai essayé de fabriquer et d'essayer de renforcer et de maintenir avec tous les différents aspects de ma personnalité et de ma particularité. Donc, c'est de là d'où ça vient, le fait d'être si sensible quand quelqu'un nous dit tu as tort. Ouais. Si jamais vous vous êtes posé la question, pourquoi est-ce que ça vous dérange autant quand quelqu'un ose à suggérer que peut-être vous n'avez pas raison. Oui. Nous nous sentons pas simplement blessés, comme si nous nous sentons réduits. Ça réveille bien sûr le sentiment de faute et de culpabilité. Qu'est-ce que tu es stupide. Voilà, c'est ce que j'entends. Quand quelqu'un dit « mais ton idée, on ne va jamais accepter ton idée », j'entends « tu es stupide, tu es ridicule ». Et c'est le message que j'ai intégré dans mon ego, du fait de me sentir tellement coupable. Voilà. Et derrière ça, c'est toute une idée un tissage de mensonges par rapport à mon identité séparée. Ou est-ce que je vais continuer à parler tout seul ou est-ce que je vais pouvoir interlocuter avec quelqu'un, voilà, parler avec quelqu'un? Est-ce que je vais faire un tour de tout le monde qui est ici? Pierre, Christian. Christian, tu as toujours quelque chose à dire. Tu n'as pas une blague pour nous? Sylvain, allez, ça fait quelques semaines maintenant que tu n'as pas parlé. Tu as bien commencé il y a quelques semaines. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet ce soir? Ça te concerne ou pas? Patricia, Moi, ça m'a fait penser à un truc. oui, dis-moi. Ça m'a fait penser à mon grand frère qui est très sarcastique. Ah, d'accord. Et du coup, je trouve que c'est tourné un petit peu sous forme de blague. Mais il y a toujours un petit peu quand même cette arrière-pensée de piquer un peu pour diminuer un peu ce que l'autre fait, ce que l'autre pense. Et puis tourner c'est gentil, quoi, c'est sous forme de blague. Mais des fois, ça. Voilà. C'est un peu piquant? Quand c'est piquant, il cherche un peu à se mettre en valeur et puis à rabaisser, à me rabaisser. Mais bon, Ah, voilà, je le connais, c'est mon frère, donc je mm, sais comment il fonctionne. Mais mm. le sarcasme, ça peut être aussi une façon un peu plus légère, un peu plus humoristique quand même d'aller sur ce terrain-là. Tout à fait. L'humour est vraiment une épée à double tranchante. Et c'est très, très délicat. Et ça peut couper, malheureusement, ça peut aussi couper dans le vif, oui. Kenneth nous mettait encore en garde par rapport à comment nous utiliser l'humour, comment nous utilisons l'humour, hein, ouais. Euh, et oui, donc, et tu le sens bien que quelque part, c'est pour rabaisser les autres, c'est pour euh, Et déstabiliser. c'est même un peu moqueur, sans d'humour, c'est un peu moqueur. C'est c'est ça, Ouais. oui. Oui, oui, bah, je ne sais pas si tu connais les Anglais et aussi les Australiens, mais ils ont aussi un sens d'humour un peu moqueur. Et on sent des fois un petit peu euh, la fragilité de la personne derrière, comme s'ils ils ont besoin de rabaisser justement pour se sentir un petit peu plus fort par rapport aux autres. De notre côté, je sais que, par exemple, mon beau-frère en Australie, il fait ça souvent. Et presque c'est sa façon d'être tendre et de vous inclure, à vous dire, bah, tiens, je sais que tu as l'étoffe de prendre ça. Je considère que tu fais partie de ma famille et je fais ça qu'avec ma famille. Et c'est presque un signe d'affection et de gentillesse d'être un petit peu moqueur envers les personnes qu'il apprécie. Donc, des fois, peut-être c'est un petit peu ça avec ton frère aussi. C'est une façon d'être, c'est sa façon d'être intime avec toi qu'il ne ferait pas avec d'autres personnes. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, il n'y a pas que
que c'est son ego peut-être qui est impliqué. C'est sa façon de se joindre avec toi, à toi. Dans l'humour, c'est peut-être parfois un petit peu maladroite. Et toi, de ton côté, est-ce que tu peux aussi le taquiner un petit peu ou ça se passe aussi bien dans l'autre sens? Bah non, parce que moi, c'est pas du tout mon Pas toujours. tempérament. Ouais. Mais bon, après, c'est quelque part, c'est du second degré, hein. Donc Oh, après, il faut savoir le prendre comme du second degré et pas le prendre au premier degré. merci à tous ceux qui doivent partir au fur et à mesure. Je sais que la nuit avance et vous avez peut-être besoin aussi de faire autre chose. Merci beaucoup d'avoir participé ce soir. Oui, c'est du second degré et des fois, le second degré, il faut pas qu'on soit trop sensible au second degré. Non, pardon, il ne faut pas le prendre au premier degré. Voilà, il faut le prendre au second degré. Il ne faut pas être trop sensible. C'est ça. Mm. Donc, écoute, merci beaucoup, Sylvain. Est-ce que, est-ce qu'il y a peut-être une autre personne qui a envie de te dire bonjour? Vous êtes calme ce soir, hein. Patricia à Bruxelles. Je sais que je peux toujours compter sur certaines personnes. Yasmine, je ne te demande pas. Donc, parce que je sais que donc je préfère donner une chance à d'autres personnes d'abord. Mais sinon, oui, tu peux ouvrir ton micro parce que tu as toujours un truc intéressant à dire. Hein, tu m'entends, tu as toujours un truc intéressant à dire. Oui, d'accord, très bien. Laetitia, bonsoir. Bonsoir. J'aimerais poser une question qui est différente du thème. Est-ce que je peux la poser si elle est différente du thème? Oui, bien sûr. Donc, en faisant les leçons du cours en miracle, on doit, on doit réciter Je suis béni car je suis le Fils de Dieu. Et après, on doit donner, de dire je suis aimant, etc. Et du fait qu'on est une femme, est-ce qu'on peut le féminiser ou est-ce qu'on doit garder je suis le fils de Dieu? C'est-à-dire, est-ce que tu aimerais dire je suis la fille de Dieu, c'est ça? Euh, C'est-à-dire, ça me semble un peu bizarre de dire je, je, je suis bénie car je suis le fils de Dieu. D'accord. Après, je peux le faire, hein. Pour l'instant, Oui. je l'ai fait. Mais je voulais dire, est-ce qu'on peut le féminiser ou laisser tel quel? Disons que tout d'abord, on doit faire, si on a vraiment un problème particulier avec le langage du cours qui est bien sûr très masculin, uniquement masculin d'ailleurs, euh, on peut faire ce genre d'écart pour nous aider avec un certain obstacle, hein, si vous souhaitez. Par Ça me contre, gêne pas. Ça me pardon? gêne pas. Je peux le continuer. C'est pas un obstacle. C'était juste pour savoir, comme on est habitué dans la vie de parler en tant que fille, je suis la fille. Donc, c'était juste pour savoir ça. Mais sinon, ça me gêne pas puisque pour l'instant, je le fais toujours au masculin et ça m'a pas gêné. D'accord. L'idée, c'est d'essayer de le faire dans la forme dans laquelle c'est donné, mais pour une raison. C'est que l'anglais, comme beaucoup de langues, il manque un neutre on doit choisir entre masculin et féminin. D'accord. Mais dans le cours, le masculin n'est pas utilisé d'une façon masculine, c'est Ah, utilisé d'une façon neutre. Donc, quand on lit Fils de Dieu, il y a deux sens. Tout d'abord, ça veut dire que nous sommes l'extension de Dieu. Donc, nous sommes euh, subordonnés à Dieu, mais dans la bonne façon, dans la meilleure façon. Nous sommes la création de Dieu, l'extension de la création de Dieu. Donc, fils dans le sens d'enfant. hmm. On peut dire aussi, nous sommes l'enfant de Dieu. Et des fois, quand je suis avec un public qui risque de réagir un peu mal avec le mot fils de Dieu, je le remplace par enfant de Dieu. Donc, l'idée, c'est de communiquer quelque chose qui est rempli d'amour. L'idée spécifique d'utiliser le terme fils de Dieu, c'est parce que dans la culture la culture chrétienne, en tout cas, fils de Dieu a un sens très spécifique.
dans la culture chrétienne, le Fils de Dieu est Jésus. Or, dans un court miracle, nous sommes tous collectivement le Fils de Dieu. Donc, c'est une façon aussi de réparer ce symbole, de restituer ce symbole, de restituer la valeur et le vrai sens à ce symbole. Le Fils de Dieu n'est pas Jésus. Nous sommes collectivement le Fils de Dieu. En tant que le Fils de Dieu, nous sommes l'enfant, l'extension, la création de Dieu. Donc, l'idée, c'est d'essayer de ne pas trop rester avec ce débat masculin-féminin, mais de voir la neutralité toute, complète ou entière de l'idée qui est derrière ces termes. C'est ni masculin ni féminin, parce qu'au ciel, dans notre réalité, il n'y a ni le masculin ni le féminin. Nous sommes tout court, sans dénomination par rapport au sexe. Donc, si c'est possible pour vous de rester avec sans que ça vous pose un stress particulier, je vous encourage à rester avec le terme tel qu'il est écrit dans la leçon. Mais si ça vous aide à un autre moment, essayez de dire enfant de Dieu ou création de Dieu ou extension de Dieu au lieu de dire fille de Dieu. Parce que ça va juste nous remettre un petit peu dans la dualité de masculin-féminin. Très bien, ça ne me dérange pas du tout. Je vais continuer dans ma lancée, Fils de Dieu. Je vais rester dans ce sens-là, ça ne me dérange pas. D'accord, très bien. En tout cas, merci, c'est très clair pour moi. Tu as apporté une explication très claire et ça me convient très bien. Très bien, Merci. Merci beaucoup. Merci Bernard, c'est gentil. Merci. Écoutez, ma chère famille et mes chers amis, il est presque 10 heures. Si vous êtes particulièrement calme ce soir, et je vois que les gens commencent déjà à partir, est-ce que vous voulez qu'on termine notre soirée ici? Parce que c'est ce que nous pouvons faire. Nous pouvons profiter. Si vous vous êtes donné jusqu'à 10 heures pour votre soirée, vous pouvez juste continuer à méditer quelques minutes en silence peut-être chez vous. Je vous laisse le choix de décider comment vous souhaitez finir votre soirée. Écoutez, je pense qu'on va tous brancher nos micros et se souhaiter une bonne soirée et aussi une bonne semaine. Si vous avez envie, vous pouvez brancher votre micro. Comme ça, nous pouvons nous souhaiter justement une très bonne semaine. Moi, je vous remercie de tout cœur d'être venu ici ce soir et je vous accueille avec le plus grand plaisir jeudi prochain pour notre séance complémentaire, pour notre deuxième séance cette semaine.